Mesdames et messieurs, bonjour. La région des Grands Lacs est en ébullition. On croirait que c'était un euphémisme, mais c'est du vrai. Goma, la ville très touristique qui a le volcan Nyiragongo, qui a le lac Kivu, qui grouille de beau monde et qui vivait en insécurité depuis des années quand même. Wazalendo, FRDC, FDLR, gens de la SADC, les Burundais avaient tous, plus la MONUSCO, leur siège à Goma. Mais Goma souffrait d'insécurité. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, Goma soit paisible et ses environs, Rutshuru, en passant par Kibumba. Nous voulons décortiquer la situation actuelle de Goma parce que nous avons quelqu'un sous la main qui vient de Goma et qui est allé jusqu'à Minova, en passant par Sake et Kiroche. Même à Mouchaki. Mais qui a été jusqu'à Mouchaki. Mesdames et messieurs, j'ai pour vous et en exclusivité l'un des grands spécialistes de la région des Grands Lacs, le journaliste d'investigation Marc. Bonjour Marc. Bonjour. On va aller très rapidement. Oui, mais d'abord, je veux dire quelque chose. Donc, grand spécialiste, il faut prendre ça avec un... C'est ce que font les médias occidentaux quand ils présentent quelqu'un. Donc, oui, moi, je suis dans mon rôle. Mais, donc, il n'y a personne qui peut prétendre connaître toute la vérité, toute la situation, parce qu'il y a encore beaucoup de... Il y a beaucoup d'inconnus, tu penses? D'inconnus et d'incertitudes. Ok, oui. Très bien. Marc est assez modeste, vous l'aurez compris. Goma a été pris par l'AFC M23 sans combattre. On s'attendait à la destruction de la ville par des bombardements, des belligérants. Ça n'a pas eu lieu. On s'attendait à une catastrophe humanitaire. On ne l'a pas vu. On s'attendait à ce que les habitants de Goma, en tout cas la partie Birere, traversent du côté de Rubavu. On n'a pas vu. Par contre, on voit les FRDC qui sont assis au stade de l'unité. On envoie au camp de la MONUSCO. On voit les mercenaires qui quittent Goma quasiment les mains à l'air. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que Goma tombe comme ça, comme un fruit mûr? D'abord, je dois dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a quand même des unités FRDC qui se sont battues. Ils se sont battus de quel côté? Tout de l'aéroport. Ok. Il y a eu une section de FRDC, ce n'était pas beaucoup d'éléments qui ont résisté quand même. Donc, il y a eu beaucoup de morts là. Il y a eu aussi des morts, comme tu le sais, dans les rangs de la SADC. Donc, la ville de Goma, il y a eu des morts pendant les combats. Ouais. Mais, contrairement à ça, donc moi j'avais peur aussi. Donc, j'avais d'ailleurs écrit un article sur ça avant la prise de Goma, que j'avais peur qu'il y aurait beaucoup de morts. Parce que j'ai vu d'autres... j'étais dans d'autres situations avant, comme ça, dans la région, où il y a eu beaucoup de morts. Il y avait une présence forte des FDLR, donc, et des Wazalendo, et qui étaient déjà en train de prendre la population locale et les réfugiés comme en otage, comme bouclier humain. Oui, les réfugiés qui repartent dans leur village et tout ça. Donc, et qui, par après, pourrait accuser donc M23 d'avoir tué des civils innocents. Ça, c'est leur stratégie. Quand tu regardes dans le passé, ça s'est passé clairement et nettement. Mais parlant des FDLR, dans d'autres... Quand tu parles des FDLR, est-ce qu'on peut se permettre de penser que leur chef, le général Omega, qui a été neutralisé du côté de Kibumba, avec quelques gardes et tout ça, derrière, est-ce que les bombes qu'il lance sur le territoire rwandais, à Rubavu, et qui font des dégâts, qui font des victimes, est-ce qu'ils étaient en train de venger la mort de leur chef,
ou ils l'ont fait par idéologie pour dire on largue des bombes au Rwanda et sûrement qu'il va y avoir des gens qui vont mourir. Ça, c'est fait. Donc, je m'attendais à une provocation pareille pour tirer vraiment le Rwanda dans le conflit pour créer une guerre régionale. Ouais. Si on allait parler d'une guerre régionale, si le Rwanda allait réagir massivement, avec beaucoup de moyens, beaucoup de troupes, entrer à Goma, commencer ouvertement donc à aider les M23, ça pourrait être une façon pour les FDLR pour se protéger. Parce que la communauté internationale, peut-être les Américains, les Français, les Anglais, etc., allaient réagir plus fortement. Donc, pouvoir stopper le conflit pour donner FDLR la possibilité de fuir et dégager. Parce que là, ils étaient coincés comme des rats dans à la frontière avec le Rwanda. Donc, maintenant, oui, il y a eu ces tirs sur Bukavu. Sur Rubavu. Gisenyi. Donc, il y a eu des ripostes. Dans ces ripostes, ce n'était pas uniquement les FDLR qui ont fait ça, mais aussi les FARDC qui ont, derrière le camp de la SADC, commencé à tirer sur le Rwanda. Donc, je ne sais pas qui a riposté, mais il y a eu une riposte. Et dans ce processus-là, donc les militaires sud-africains sont morts. Étaient morts. Ok, revenons sur la prise de Goma, la symbolique de la prise de Goma, où le gouvernorat militaire quand même, les autorités civiles, politiques et militaires prennent le bateau Ihousi et qui quittent la ville, qui vont s'installer à Bukavu. Et oui, comme vous dites, il y a quelques poches des FARDC. Expliquez-nous l'armement qu'il y avait à l'aéroport international de Goma. Oui, moi j'y étais. Vous avez visité l'aéroport? Visité, mais pas longtemps, juste 20 minutes. Ok. Je suis parti là-bas avec Colette. Avec Colette. On a vu aussi là où ils ont enterré les morts et tout ça. Donc, j'ai pas regardé en détail, mais il y avait même un jet MiG, il y avait beaucoup d'armement. Donc, l'aéroport était aussi touché parce qu'il y avait des explosifs qui n'étaient pas nettoyés déjà. Donc, quand on accuse maintenant les M23 de ne pas ouvrir l'aéroport pour du trafic humanitaire, il faut aussi les comprendre parce que ça peut être dangereux parce qu'il y avait même des roquettes sur la piste d'atterrissage. Donc, qui n'avaient pas encore explosé. Donc vous êtes en train de nous dire que l'aéroport de Goma est miné, qu'il y a des explosifs sur la piste et sur les environs, et que ça peut exploser à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de débris dangereux. Donc, ça nécessite un nettoyage préalable. Il faut aussi vérifier s'ils n'ont pas miné les alentours de l'aéroport. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des mines antipersonnelles, anti-chars. Voilà. Donc, il y a des roquettes qui sont tombées, qui n'ont pas explosé. Il y a toutes sortes d'engins là qui peuvent être dangereux. Plus, on a trouvé aussi beaucoup de munitions, beaucoup d'armes. Donc, ils ont pris ça même dans le camp FARDC et tout ça. Donc, c'est pas une situation safe là-bas. Donc, c'est ça. Ça, c'est au niveau de l'aéroport. L'aéroport n'est pas encore sécurisé compte tenu... Peut-être que maintenant il est, parce que nous autres, on y était il y a 3, 4, 5 jours, là, je ne sais plus exactement quand. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu aussi beaucoup de munitions et tout ça du côté de Sake. Et là, non, mais le camp Katindo d'abord, qui était un camp militaire. Là, je n'ai pas été. Ah, d'accord. Donc, Sake, vous passez Katindo, vous passez Mubambiro, vous passez Lac Vert avant d'arriver à Sake. On y était. Donc, on n'est pas entré dans le camp même.
Donc, on a visité quelques hôpitaux là, du côté de Quelle est la situation de Mubambiro pour expliquer à ceux qui nous suivent? On parle toujours de Mubambiro parce que les gens savent dans leur subconscient que la SADC a son camp à Mubambiro et qu'à côté, il y a le camp de la MONUSCO et qu'à côté, il y a le camp des FARDC. Lesquels FARDC viennent installer des munitions dans le camp des déplacés, parce qu'il y a des déplacés à Mubambiro et à Mugunga. Quelle est la configuration là-bas? Ben c'est très facile. Donc, les camps d'IDP réfugiés étaient installés d'une façon shield autour de Goma. Peut-être aussi pour d'autres raisons. Il y a des gens même qui avaient fui leur maison il y a 2-3 ans, donc qui étaient là-dedans. C'est un problème d'ailleurs parce que s'ils vont rentrer chez eux, ils ne vont plus rien trouver. Tout est pris pour eux. Donc, autour, il y avait des militaires. Les camps des militaires et de la SADC étaient positionnés pour couvrir Sake. Oui. Donc, parce que Sake, c'est dans plat. Le plat. Oui. Donc, il y a des collines autour. Il y a la route qui va à Kilolirwe. Et il y a la route qui va à Minova. Donc, il y a Sake. Il y a d'autres petits villages là sur la hauteur. Donc, les M23 ont toujours hésité à entrer dans Sake. Parce qu'une fois qu'ils allaient faire ça, donc ils seraient presque obligés de foncer vers Goma. Exact. Parce que là, ils étaient dans l'espace ouvert où la SADC et les mercenaires et FARDC pouvaient les toucher avec leur artillerie qui était positionnée là exactement. Oui, mais Marc, même si on n'est pas des militaires. Moi, j'étais militaire. Moi, non. Sake, vous quittez les collines qui sont les positions du M23. Si jamais ils décidaient de descendre dans l'agglomération de Sake, ils rentrent dans la plaine. Ils deviennent visibles depuis Mubambiro. Et donc, Mubambiro, où vous avez la SADC, vous avez la MONUSCO, c'est ça? Vous avez les mercenaires. Et ça allait ouvrir un affrontement terrible avec ces gens avant de partir sur Goma. Oui, c'est pour ça que l'M23, je crois, et je me base sur beaucoup de témoignages de beaucoup de gens sur place, même des gens au sein du M23 qui me l'ont dit. Donc, ils ne voulaient pas mentionner leur nom. Moi, je les connais. Donc, c'est off the record. Avant, le plan, ce n'était pas de prendre Goma directement. Le plan était de renforcer l'encerclement autour de Goma, pas uniquement donc, du côté de Sake, mais aussi de Kibumba. Oui, peut-être Kibumba et aussi Nyiragongo. Donc la plaine de volcans. Là, au pied des volcans en fait. Qui n'est pas un endroit favorable pour les militaires parce que c'est difficile là-bas, donc avec les rochers. Vous avez quand même la terre volcanique là-bas. Depuis l'aéroport, vous regardez le donc, volcan. L'idée, c'est aussi de mettre pression sur Kavumu, Bukavu. Là, on quitte Goma, on va vers... Ils étaient déjà en train de descendre. Donc, il y a eu les premiers combats là. Donc, ils ont pris Minova. Donc, tout ça, c'était dans la même stratégie. Oui, mais et là, attends, ils étaient forcés. Excuse-moi. On était à Sake et Mubambiro. Et vous nous dites, l'intention première n'était pas de foncer sur Goma. Non. Mais quand ils prennent Minova, c'est parce qu'ils sont descendus de Ngungu, Lumbishi, Numbi, et ils descendent. Au lieu d'aller vers le sud, ils prennent Minova. Et depuis Minova, ils foncent sur Sake. Ils allaient encercler, parce que prendre Minova, c'est égal prendre la route... la route Goma-Bukavu, c'est Goma prendre le port qu'il y a à Minova, qui servait quand même d'approvisionnement pour les troupes burundaises stationnées à Minova. C'était aussi pour mettre pression sur les Burundais. Oui, qui étaient à Minova. Il y a eu plein de Burundais qui sont morts là-bas aussi.
donc même plus qu'on le dit. Oui. Donc, les Burundais étaient déjà très démotivés. D'ailleurs, le résultat est là. Aujourd'hui, ils sont en train de partir. Mais qu'est-ce qui a démotivé? Qu'est-ce qui a démotivé les Burundais? Qu'est-ce qui a motivé les Burundais? Qu'est-ce qui les a démotivés? Mais d'être la chair à canon, c'est ça? Oui, le chair à canon, d'être envoyé dans la ligne de front, en premier, dans la pointe. Mais ça, on va dire quand même, la hiérarchie burundaise le savait, que les FARDC ne vont pas au front. Oui. Ils envoient les sous-traitants. Ça, bon, moi, je ne suis pas dans leur peau, mais donc, ils ont vu que ils ont été prévenus par les M23. Ils ont vu que beaucoup de leurs sous-offres et officiers Tutsis ont déjà déserté vers les M23. Oui. Ils ont vu que comment leurs collègues qui avaient fui d'autres combats avant au Burundi étaient poursuivis par les autorités. Par les autorités. Il y en a qui, disons, on nous dit que soit ils ont été mis en prison et d'autres carrément ont été passés aux armes. Je ne sais pas, mais bon. Ça, c'est des informations qui viennent du Burundi et où il y a quand même des journalistes qui le disent. C'est des militaires, même si une grande partie d'entre eux, c'est des Imbonerakure. Oui. Ça aussi, c'est un élément parce que les Imbonerakure, ils ne sont pas formés de la même façon que les troupes traditionnelles. Ouais. C'est juste des... Bon, on peut les comparer un petit peu avec le Wazalendo, c'est beaucoup de garçons qui n'ont rien dans la tête, qui se font... qui ont été envoyés là-bas en leur promettant certains trucs. Ils n'ont pas vu ça. Donc, ils étaient démotivés. Et comme leurs collègues, leurs amis étaient tombés sur le champ de bataille. Et qu'ils étaient prévenus par les M23 que si ils allaient se battre, donc ils seraient pointés. Donc, ça s'est produit. Donc, alors, je crois que la plupart des troupes burundaises qui restent encore au Congo ne sont vraiment plus motivées. Mais comment se fait-il que le président Tshisekedi puisse se faire rouler comme ça par son homologue burundais, lui envoyer des Imbonerakure qui n'ont pas de formation militaire? En plus, donc, il faut dire aussi que l'autre deal que Tshisekedi avait avec Neva, c'était de lui laisser une partie des bénéfices les minerais de Rubaya, c'est ça? Et tout ça. Donc, tout ça, c'est tombé dans les patates. Donc, il y a peut-être encore des minéraux, par exemple, comme, je dis oui, comme l'or. De Lumbishi? De Lumbishi et l'or même du Nord Kivu, ça passait plus par la Rwanda. C'était surtout l'Ouganda et après le Burundi. Donc, ils sont en train de perdre tout ça. Donc, c'est le dernier bénéfice que Neva pouvait tirer de cette guerre. Donc, il a la promesse d'exploiter en partie la mine de Rubaya, parce que l'autre partie est affectée aux frères de Tshisekedi. N'oublie pas que la mine de Rubaya, les gens qui travaillent là-dedans avaient une liaison très forte avec les FDLR. Oui. Donc, même, j'ai parlé avec des gens à l'époque, quand la mine appartenait encore avec Mwangachuchu, qu'il y avait un deal non écrit entre eux et les FDLR. Les FDLR. Les FDLR exploitaient une partie. On laissait Mwangachuchu exploiter sa partie, lui qui avait la protection de la police. Et il y avait un gentleman agreement, comme quoi vous ne nous embêtez pas, nous on ne vous embête pas. Mwangachuchu faisait partie du groupe homme d'affaires, pardon de le dire, à Tutsi, à Goma. Oui, non mais il revendique qu'il est Tutsi. Au Congo, on ne se cache pas. Oui. Comme il y a d'autres, Kamanzi, qui s'est tourné aussi contre le reste de la communauté Tutsi en disant que moi, je n'ai rien à foutre avec ces gens-là. Et d'autres qui ne le disent pas, je ne vais pas prononcer les noms. Est-ce que c'est pour cette raison que Mwangachuchu s'était distancé des revendications du M23?
Oui, parce que son business tournait bien. Lui, il protège son business. Oui. Il est en alliance avec les FDLR. Il collabore avec les autorités de la province et il va facilement. Très fragile, voilà, à Kinshasa. Ça marchait. Oui, ça marchait jusque-là. Oui. Parce qu'il a aussi ses entrées à Kinshasa. On avait vu ses photos avec l'ancien président ad intérim, avant qu'il ne soit en prison, Jean-Marc Kabound. Oui. Donc, il était dans les bonnes grâces, on va dire. Oui. Et il tourne le dos au M23. Oui. Et est-ce que vous avez des informations sur pourquoi ça a tourné mal pour lui, étant donné qu'il avait bénéficié quand même de la protection du pouvoir? Sans doute parce que le pouvoir central à Kinshasa commençait à avoir peur qu'il allait de nouveau tourner kazakh contre eux et s'allier aux M23. Ah d'accord, comme il avait beaucoup d'argent, il allait financer le M23. Le moulin de haine contre les Tutsis. Oui. Le moulin Mouyaya, j'appelle ça, tournait tellement fort que c'était plus tenable donc, à Kinshasa d'avoir un Manga Chouchou qui collaborait avec le pouvoir. Et quand même, en parlant du discours de haine, de l'incitation à la violence et cette chasse aux Tutsis congolais, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le fameux moulin de haine de Mouyaya et consorts. Comment se fait-il qu'il y ait des Tutsis qui sont alliés au pouvoir et qui se distancent carrément du M23 et donc qui aident le pouvoir? Et comment se fait-il que ces gens-là ont été pris, Mwanga Chouchou, dans des conditions rocambolesques, et les Kamanzi et consorts, envoyés à Kinshasa et mis en prison en Ndolo? Comment se fait-il que ceux qui sont avec le pouvoir sont ramassés aussi parce que Tutsi est mis en prison? Parce que je ne sais pas, moi je ne suis pas dans leur peau, hein, mais je crois que maintenant tout ce qui est Tutsi est considéré comme le diable à Kinshasa. Ça, allié ou pas allié? Allié ou pas allié. Ah d'accord. Donc, ils savent aussi que ces gens, ils pourraient avoir leur utilité pour les autres, pour leurs adversaires. Revenons sur la prise de Goma. Et bon, c'est vraiment possible parce que là, on parle vraiment de opportunisme. Oui, c'est le cas de le dire. Je ne peux pas cacher ça. Oui, revenons sur la prise de Goma, qui quand même est assez mystérieuse. Ouais. Goma tombe, on voit les autorités de l'AFC, M23, qui s'activent. Je passe la reddition des militaires, des Wazalendo, ceux qui sont venus se cacher au Rwanda, qui ont été bien accueillis et bien traités. Mais tout de suite, ils installent des autorités. On nomme le gouverneur, les vice-gouverneurs, et on voit sur les réseaux sociaux les arrêtés du gouverneur qui commencent à mettre quand même des agents en place. Comment expliquer ça? D'abord, je vais te dire quelque chose. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis devenu trop vieux et trop cynique en tout ce que j'ai vu au Congo pendant 30 ans, 35 ans, que je suis en train de suivre les événements là-bas. Donc, pour moi, c'est la 5e ou la 6e rébellion que je couvre. OK. Après quoi? Après AFDL? J'étais même là pendant le début des années 90 pour les problèmes de Magrévi. Magrévi et Bangirima. Oui. Donc, oui, parce que 90, on a la conférence nationale et le discours anti-Tutsi. À ce moment-là, je ne connaissais pas très bien la région, mais j'y étais. J'ai vu qu'il y avait... Dites-nous deux mots. Magrévi, c'est quoi? Magrévi, c'est un mouvement auto qui était alimenté par Abiyarimana. Très bien. Donc, je suis vraiment en train de résumer. Pour créer un espace ouvert pour que d'autres autour du Rwanda pourraient aller s'installer là-bas. Mais entre-temps, ils diffusent l'idéologie du Parmehutu dans le Nord Kivu. Et du MRND. Oui. Donc,
c'est ça la première injection de haine, oui. ou une des premières. Donc il y a eu déjà un problème en 1949 aussi. Oui, ça c'est il y a longtemps. Mais parlant de Magrivi, oui, okay. Donc Magrivi, c'est une création du pouvoir des Habyarimana dans le Nord Kivu. Avec la complaisance de Mobutu. Mobutu, il faut dire que vraiment, il ne fait pas très attention à ça. Il était impliqué à travers Agatha Habyarimana et tout ça, qui se fréquentaient souvent d'ailleurs. Mais ils ne parlent pas de Magrivi quand ils vont à Badolité, Habyarimana et sa femme. Ils disent que c'est une mutuelle des agriculteurs. Il a même donné beaucoup d'hectares à Habyarimana même. Mobutu lui a donné des plantations dans le Massissi, oui. Alors, donc ça c'était le début. Oui. Donc, après, il y a eu le génocide ici. Non. Magrivi d'abord. 91, 92. Vous dites, Magrivi est né en 82. Non, en 90. Non. Oui, Magrivi, avant, oui. Magrivi, date de naissance, 82. 82. On mobilise la communauté Hutu contre la communauté Tutsi. Et on essaie de diffuser le discours de haine pour séparer les Hutus et les Tutsis. D'autres ethnies, comme les Rwandais par exemple, étaient aussi hostiles aux Tutsis, mais pour des histoires de jalousie et tout ça. Oui. Parce qu'en 90, quand on arrive à la conférence nationale, c'est grâce au discours de Magrivi qu'on parle de nationalité douteuse contre le vieux Rwakabuba, contre Monseigneur Kanyamachumbi. Oui. Voilà. Bon, mais la première fois que la violence et la haine des Magrivi est vraiment devenue visible un petit peu pour le monde extérieur, c'était en 91. 91, 92. Donc, et après encore en 93. Donc là, il y a eu le génocide ici, avec l'installation à Goma, et là, la communauté internationale a fait des fautes terribles en les installant à la frontière. Oui, mais moi, je parlais de la prise de Goma et son mystère. Oui. Les autorités du AFC M23 installent un gouverneur et 2 vice-gouverneurs, si je ne m'abuse. On voit depuis hier et avant-hier le gouverneur qui commence à nommer les agents du gouvernorat. Ok, c'est possible, c'est une bonne chose. Moi, je crois aussi que pour bien administrer la région, donc qu'ils seront obligés de reprendre des éléments de l'ancienne administration. Ok. Donc, autrement, ce ne sera pas possible. Parce que le M23 et leur entourage manquent de manpower, comment tu dis ça, la main d'œuvre, les ressources humaines, oui. Donc, pour placer partout des administrations qui fonctionnent. Donc, ils seront impliqués, ils seront obligés d'utiliser l'ancien. Ceux qui étaient là en place et qui n'ont pas. Mais en fait, j'espère qu'ils vont prendre des gens qui étaient appréciés par la population. Donc, c'est possible. Donc, oui, ça, c'est une bonne chose parce que là, ce sera très important. Quelle est, selon vous, la lecture que vous faites? Goma est déjà pris, ça c'est fait, c'est administré. D'ailleurs, le gouverneur et le vice-gouverneur, il y a quelque chose à dire. Donc, l'ancien qui était là, qui a fui vers Bukavu, ou le nouveau nommé par Kinshasa qui est à Beni? Donc, moi, je vais suivre attentivement ce qu'il va faire. Lequel? Bahati qui est à Goma. Et quoi, sur le plan géographique, est-ce qu'il va administrer Beni aussi? Beni, il y a son rival qui a été nommé par Kinshasa. Ils peuvent peut-être organiser des matchs de foot. Ah ça, j'espère qu'ils vont le faire. Je rigole. Mais Bahati, moi, je le connais depuis longtemps. OK. Hein? Et quand tu dis Bahati, moi, j'avais mes doutes. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. Oui. Mais ça reste à voir. Ça peut être un move vraiment pas malin de la part du M23. OK. Tandis que ça peut aussi être un move malin parce que
le mec peut convaincre d'autres groupes au Massissi, avec lesquels il a fonctionné et collaboré avant. Oui. Il est de Massissi ou de Rutshuru? Je crois que il est de Rutshuru plutôt. Je ne sais plus. Il est plutôt de Rutshuru. Donc, on va voir. Mais on dit qu'il a quand même une capacité de mobilisation. Oui, ça, il sait convaincre. Il a épousé les idéaux du mouvement, donc c'est facile de le transmettre. Mais après, il peut s'adosser sur l'administration qui était là depuis. Les fonctionnaires de l'État... Je vois aussi parfois que l'M23 ne parle plus avec certains gens qui étaient très favorables et très utiles pour la cause. Lesquels, par exemple? René Abandi. Il est mis de côté? Bon, il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué. Bon. C'est dû à quoi? Bon, je suis peut-être pas très objectif quand j'ai dit ça, parce que je connais bien René. Il m'a jamais dit que... vous connaissez tout le monde depuis que le M23 est né. Je ne suis pas en train de chercher un job pour lui. Oui. Mais c'est quand même un type qui, sur le plan diplomatique, donc peut jouer au ping-pong avec les autres qui sont là à Goma. Il a fait ça. Il a joué la diplomatie du CNDP. Qui était fort apprécié par les diplomates étrangers. Et il a été très bon. Oui. Et il faut rappeler que c'est quand même un avocat de formation. Qui a vécu en Italie. Il a beaucoup vécu en Europe. Qui a travaillé pour le... Comment ça s'appelle? Qui est très intelligent. Et qui connaît le mouvement de l'intérieur. Oui. Donc, on a besoin des compétences comme ça, mais ce n'est pas uniquement René Abandi, peut-être qu'il y en a d'autres. Et ils doivent... encore, qui est-ce que je suis pour dire ça? Moi, je ne suis pas... Mais un observateur qui regarde ça depuis 30 ans. Je ne veux pas pointer le doigt. Oui, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Non, donc, vous n'êtes pas en train de leur donner des leçons comme un instituteur en première année. Vous analysez la situation. Vous vous dites, il y a des compétences. Donc, j'espère pas... Bon, tout ce que qui peuvent apporter quand même beaucoup pour l'évolution du mouvement. J'espère pas qu'ils vont tomber dans le piège des autres rébellions de se confier aux chercheurs, aux mecs là, des drop-out de Kinshasa, donc qui veulent faire revivre leur carrière sur le dos du M23. Comme c'était le cas avec l'AFDL, le RCD, le RCD 2, etc., où on a vu que Goma devenait un magnet. À Goma était tous les opportunistes. Tous les mobutistes avaient élu domicile à Goma. Tout ce qui était, même des mecs comme comment il s'appelle? Léonusumba, Tabouemamba. Léonusumba était encore correct. Ben, c'est des anciens mobutistes quand même. Hein? Oui, mais Onusumba avait des bonnes intentions. Je connais personnellement. Ok. Ouais, Onusumba, il est encore parmi les meilleurs. Ouais. Donc, Tambouemamba, c'était pas une lumière. Hein? Pardon? Tambouemamba, non, c'était pas ça. Hein? Mais il y a des mecs comme Yerodia, mais je peux faire toute une liste. Ok. Donc, qui après se sont tournés contre eux. Parce ça me paraît très intéressant. D'ailleurs, qu'est-ce que l'AFC M23 doit éviter pour ne pas tomber dans les travers de l'AFD, de leurs ancêtres, hein? AFDL, RCD, et même probablement le CNDP que vous avez connu très bien. Oui. Qu'est-ce que, aujourd'hui, à supposer que vous soyez devant le bureau AFC M23, Marc, donnez-nous 3-4 pistes sur lesquelles on peut avancer sans tomber dans les travers du passé. D'abord rester fidèles à leur cause principale. Très bien. Fidélité à la cause. Retour des réfugiés, consolider leur position dans le Kivu. Les positions militaires, c'est ça? Et surtout aussi administrative. L'administration, ok. Donc, remettre en marche toute la vie quotidienne. L'appareil... renouveler des collaborations avec des ONG pour les soins médicaux et tout ça. Donc,
montrer qu'ils sont capables de le faire. Donc, pour que les gens commencent à avoir confiance en eux. Entre-temps, et je crois que ça va se faire, donc négocier un deal avec Kinshasa, parce que pour l'instant, ils refusent encore. C'est qui refuse? Tshisekedi. Kinshasa dit il est hors de question. Tshisekedi ne va pas rester pour toujours. OK. Donc il se peut-être remplacé par un autre. Tout peut se passer maintenant à Kinshasa, tu le sais aussi. Donc, on apprend qu'il y a des bruits, des bottes non loin du palais. Oui. Donc, Kinshasa est devenu une loterie nationale. Oui. Donc, tout le monde est en train de se positionner pour foncer à... Oui, on en était à 3. Le 4e point qui doit vraiment prendre en considération. Est-ce qu'il réhabilite... Éviter que... Les règlements des comptes internes. Non. En interne. Non. Et mettre de côté les anciens du CNDP. Non, ça, c'est encore rien. Bon, peut-être que... Bon, ils peuvent y penser. Oui. Donc, de les contacter de nouveau parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens bien intentionnés. Oui. Il y a derrière la communauté Bagogwe aussi des intellectuels qui sillonnent autour. Oui. Que, bon, toi et moi, on connaît, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. OK. Qui peuvent être très utiles. Oui. Tout comme ça peut mal tourner. Non. Parce que c'est des gens qui sont pro la cause. Ils épousent la cause, oui. Non, c'est pas épouser, ils sont Je dis, la cause. ils sont dans la cause, ils épousent la cause. Oui. Donc, on ne prêche pas un converti. Moi, je parle souvent avec eux. Oui. Donc, pour avoir des idées, pour eh bien, moi aussi. Et tout ça. Oui. Donc, ça, c'est 2. Donc, éviter que leurs actions peuvent être manipulées et abusées par des profiteurs politiques. Très bien. OK. Ça, j'ai compris. Donc, c'est ça. OK. Et aussi, 4e, se concentrer sur les 2 Kivu. Quoi, le nord et le sud? Nord et le sud. Mais on est aux portes de Bukavu, là. Oui. Donc, ça veut dire consolider leur collaboration avec des gens comme Makanika. Oui. Convaincre les autres qui sont là de collaborer avec eux. Mais excuse-moi, Marc. Ce matin, on apprend que les positions des militaires FARDC et compagnie qui tenaient l'aéroport de Kavumu, on dit qu'ils ne voulaient pas se battre et que l'AFC M23 les a laissés partir sans les tirer dans le dos. Ça, c'est la stratégie impie. OK. À y regarder de près, ils sont allés vers Bukavu. Oui. Est-ce qu'ils vont installer de la résistance à Bukavu ou ils laissent prendre Bukavu comme Goma a été pris? Mais ils ne vont plus rien trouver parce que les FARDC qui étaient à Bukavu, ils ont déjà pillé la ville. Donc, ils vont trouver des muettes là-bas. Ils ne vont pas pouvoir manger là-bas. Ils vont continuer. Ils continuent vers où? Est-ce qu'ils descendent vers Uvira? Est-ce qu'ils pivotent vers Nyangezi? Ils vont à Kabari? Ils vont où? Ils ne peuvent pas aller à gauche parce que c'est le Rwanda. Ils ne peuvent pas vraiment aller à droite parce que ça, c'est la brousse. À droite, c'est Nyangezi, Kabari, c'est Walungu. Oui. Bon, ils vont où? Ils descendent dans la plaine de Ruzizi? 9 chances sur 10, la plupart vont aller là-bas. Il fait une jonction avec les Burundais et les Sudaf, c'est ça? Mais là, ce serait vraiment une faute parce que là, bon, il y a des indices que... Oui. Bon, en fait, je sais beaucoup plus, je connais beaucoup plus d'éléments. Oui. Mais je peux pas, qui ne sont pas confirmés. Mais tout pointe dans la direction que la situation et la position du général Neva au Burundi est sur la balance aussi. Ça oui, OK, mais dans la plaine. Non. Dans la plaine, on va assister à quoi? Ceux qui quittent... Ils vont entrer au Burundi. Qui va entrer au Burundi? FARDC, Wazalendo, FDLR, Burundi, encore Yakutumba. Oui. Donc, ils entrent au Burundi. Ils vont se réfugier là-bas. Donc, ils vont menacer le pouvoir. M23 ne va pas aimer qu'ils auront ces mecs-là dans le dos. Donc, et entre-temps, au Burundi même, donc,
le général Neva, il est déjà arrivé dans une situation très précaire. OK. C'est qu'il a la plupart de l'armée contre lui parce qu'il les a utilisés comme chair de canon au Congo. Il n'a jamais payé. Il a poursuivi les déserteurs qui sont déjà arrivés au Burundi. Okay. Il avait déjà des problèmes avec le général Prime. Oui. Donc, il a toute la FNL sur les patates aussi politiquement, qu'il a traité comme des chiens. Oui. Donc, les Palipé... Palipé Hutu anciens. Ouais. Donc, il a maintenant aussi au Congo, il y a des groupes comme Red Tabala, qui n'étaient pas fort appréciés qui ont dérapé aussi. Ils ont fait des fautes. Hein. Ils ont tué des gens innocents là-bas, mais qui pourraient aussi être réactivés. Donc, il y a des Guminos qui peuvent aussi être réactivés. Donc, je crois que M23 ne doit même pas entrer au Burundi. Voilà, il les laisse... Est-ce que tout ce bazar-là qui va rentrer au Burundi peut créer des problèmes au régime, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Il peut être remplacé. Est-ce que le discours qu'il est en train de tenir, c'est parce qu'il y a un désarroi, c'est parce qu'il y a une panique, c'est parce qu'il voit qu'il est aux abois, et parce qu'on voit quand même des sorties médiatiques qui ne sont pas dignes d'un chef de l'État. Mis à part sa passion pour la nourriture, et là, le discours... Par contre, beaucoup de élèves, je ne peux pas dire tout, mais c'est pas quelqu'un qui... C'était même pas un combattant à l'époque. Oui, mais parlons très sérieusement, là, parce qu'il y a une confusion. Bukavu, la population a dit on ne veut plus de FARDC ici. Ceux qui viennent de Kavumu, donc vous estimez qu'ils vont traverser la ville et continuer. D'abord piller un peu. Oui, ce qui restait. Oui. Continuer dans la plaine. Croiser. Ils vont passer les escarpements. OK. Ils vont passer par Kadutu là. Oui, ça veut dire qu'ils commencent à descendre là. Ça descend. Donc, c'est ça, quoi. Et là, ce qu'on va voir, c'est que, je crois, donc, s'ils font ça, que les routes vers Walungu et Uvira seront coupées par les M23 et leurs alliés, et qu'ils vont foncer par Kavumu, bon, ils vont d'abord laisser un petit peu de temps que FARDC dégage, je crois. Donc, dans la logique militaire aussi, ce qu'on me dit, de faire dégager les FARDC de la ville. La ville de Bukavu. Donc là, ils vont laisser une sortie. Là où à Goma, il n'y avait pas cette sortie. Ce qui a créé quand même des morts. Tandis que la plupart des morts à Goma ne sont pas... On ne peut pas le mettre sur la responsabilité des M23. C'était... Bukavu, ce sera la deuxième ville très importante prise par le M23. Et vous nous expliquez qu'il y aura un gros bazar dans la plaine de la Russie, ça veut dire entre Uvira et Bukavu, et que ça menace très sérieusement le pouvoir au Burundi, qui est quand même impliqué dans les... La Neva perd tout. Il perd tout. L'alliance avec Kinshasa, les militaires qui se refusent chez lui vont se retourner contre lui. Oui, je crois, oui. Ces jours sont comptés, c'est ça? Moi, je ne suis pas prévoyant. Hein. Moi, je n'ai pas une boule. La boule de cristal, oui. Pour voir dans le futur. OK. Mais c'est ça. C'est presque la logique des choses. Mais, OK, Marc, probablement, à l'attention de ceux qui nous suivent, nous avons une démarche pacifique, négociée, dialogue. Et le président Lorenzo va prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Et donc, il dit, il est temps que je passe le relais à un autre chef d'État. Les évêques viennent à la rescousse pour dire, bon, vous avez assez fait la guerre, ça ne vous a pas réussi. Burundi se mêle à la danse, il perd sur tous les tableaux. L'Afrique du Sud est en train de jouer, on ne sait trop quoi. Il y a beaucoup de suspicions de conflits d'intérêts sur la tête du président sud-africain.
qu'est-ce que ça va devenir demain? J'espère et je compte. Je ne peux pas compter sur Kinshasa parce que bon, la construction au Congo, pour moi, a déjà cessé d'exister en pratique il y a 20-30 ans. Donc, je ne crois plus dans ce pays. Mais je crois que je compte surtout sur les M23 et leurs alliés de garder la tête froide et de rester sur leur position et de se concentrer sur leur cause principale. Au lieu de se perdre dans les discussions inutiles qui leur touchent en fait pas parce que ça c'est le reste du Congo. Pardon de le dire. Là aussi, c'est ce que aussi les autorités ici à Kigali pensent comme ça. Ça, je peux te le dire. Très bien. Donc, moi, je parle avec eux et tout ça. Bon, peut-être que je peux dire des... Bon, je ne crois pas que je suis en train de dire des bêtises. Non. Donc... c'est des analyses, ce n'est pas des bêtises. Des analyses. On va peut-être me taper sur un de mes doigts, mais pas sur, c'est pas grave. Sur mes fesses. Vous en avez l'habitude quand même. Ça fait 30 ans que... Oui. Et j'ai des grosses fesses. Non, mais ça, c'est l'idée. Donc, moi, je ne sais pas, Tite. Moi, j'ai parfois une grande gueule et je dis des choses. Tant mieux pour la presse. Hein? Demain, Goma est déjà sous contrôle. Je ne parle pas de Rutshuru, je ne parle pas de Massissi. Bukavu est aux mains de l'AFC M23. Vous nous parlez d'un gros bazar qui est prévisible à Bujumbura, Chibitoke et tout ça. Mais ça, c'est l'effet domino. Oui. Ces armées qui sont, ce qu'elles sont, qu'on a vu, vont se retrouver au Burundi. Peut-être. Avec un pouvoir très affaibli. Ça veut dire très quoi? Extrémiste. Oui, mais je suis en train de voir une autre forme de crise. Si au Burundi, ces gens se rentrent dedans, et ça nous fait encore une crise dans la région. Oui, mais s'ils se rentrent dedans, ça c'est l'effet des rats aussi qui sont poussés dans un coin. Ils commencent à se bouffer entre eux. Mais quand ils les attaquent, ils peuvent aussi attaquer. Donc, je crois que si les M23 sont malins, ils vont à la fin avoir... Bon, s'ils gagnent la guerre, ils sont déjà en train de gagner la guerre. Mais pour pouvoir contrôler la situation. Mais ça peut aussi stabiliser. Du côté du Congo. Non, du côté, dans la mi-long terme, le Burundi. Parce qu'il y aura peut-être quand même des gens là-bas qui vont se mettre debout et arrêter cette bêtise. Juste un mot. Minembwe qui est quand même... la victime expiatoire de tout ça. Mais pas uniquement Minembwe. Je parle de Minembwe parce que partout, ce sont les Banyamulenge qui sont là-bas. On ne va pas jusqu'à Kalemi. On va peut-être jusqu'à Fizi. Fizi, vous avez tous ces maïmaï qui sont... Il y a aussi un aéroport. Qui sont requinqués par le discours de haine de Justin Bitakwira. Ils reçoivent les armes, ils viennent brûler les villages. Est-ce que la montée va sauver ces gens-là et les réfugiés qui sont au Burundi pourraient peut-être rentrer chez eux? Peut-être. Et laisser ceux qui viennent faire le bazar rentrer au Burundi. Les FDLR sont les alliés du pouvoir du Burundi, donc ils n'ont pas de problème. Les FARDC sont les alliés du pouvoir du Burundi, donc eux n'ont pas de problème. Mais n'oublie pas que l'autre but, l'autre argument pourquoi les M23 se battent, c'est pour neutraliser les FDLR. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit de la situation à l'est du Congo? Moi, ce qui me chiffonne beaucoup, bon, on s'est vu à l'hôtel Linda, donc j'ai parlé après encore avec des collègues que j'apprécie ou j'apprécie pas, il y en a que j'apprécie, donc il y en a qui sont raisonnables, il y a d'autres qui ont des bâtons, qui ont des trucs sur les yeux, comme un cheval, comment on dit ça, qui sont obtus, têtus comme l'âne. Donc ils connaissent pas bien la situation. Donc, ils agissent
avec des clichés. Non, ce n'est pas ça que je dis. La situation à l'Est tend à se stabiliser grâce à la supériorité. Il faut aussi convaincre la communauté internationale de leurs fautes qu'ils ont faites dans le passé. Oui. Il ne faut pas être trop dur avec eux non plus. Et ils sont trop durs avec les autres. Ils sont trop durs avec M23. Ils pensent que tous les M23, c'est des Rwandais. Donc, il y a tout un autre... bon, on peut parler de ça pendant des heures, mais vrai, ils vont encore pas nous croire. Mais quand je vois, par exemple, parler le nouveau ministre des Affaires étrangères en Belgique, quand quelques gens de la communauté européenne, je dis, mais quand j'entends parler quelques de mes collègues journalistes, je tombe en panne parce qu'ils ne tiennent pas en considération vraiment des faits, des vérités qui sont là, et ils ne veulent pas en parler. Là, nous sommes ils continuent sur la même piste. Nous sommes mi-février. Quelle projection on peut avoir pour, là, très vite, début mars? Début mars, il peut y avoir déjà des sanctions contre le Rwanda. Je m'attends à ça. Ce qui me paraît très injuste. Oui, mais moi, je suis journaliste. Très bien. Je trouve ça aussi injuste quand je me base sur les choses que moi mais l'Est du Congo, quelle configuration on aura? Le Nord Kivu, c'est... Je crois que à ce stade-là, M23 va se concentrer sur la région libérée. Le Sud compris. Le Sud compris. Très bien. Je crois, oui. Donc, mais peut-être que même en faisant une alliance avec le Banyamulenge, plus ouverte. Oui. Donc, peut-être qu'avec d'autres groupes, Massissi, etc., aussi, la plaine pas le Grand Nord, parce que là, ça c'est autre chose. Non, Beni Lubero, c'est les ADF, c'est les Ougandais qui sont là. En fait, oui, peut-être avoir plus de contact avec les autres qui sont avec la cause des Hema. Donc, etc. Donc, je suis presque sûr que les Hema vont recevoir un support. Donc, du M23 ou de l'Ouganda? Je ne sais pas. Ou les deux? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Très bien. Donc, alors, c'est ça. Je crois que ça, c'est ce qu'on va voir. Ça va être très intéressant. D'ailleurs, aller maintenant à Goma pour voir ce qui se passe, c'est intéressant. Mais la ville, c'est une cage de poules. Les responsables de M23 courent à gauche, à droite. Ils sont poursuivis par des journalistes. Donc, ils sont dans les meetings. Pour eux, c'est tout nouveau. Donc, avant que eux se calment un peu, avant que la poussière retombe. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire là-bas. Très bien. C'est sur cette note où le Grand Kivu, Nord et Sud Kivu seront sous le contrôle de l'AFC M23 et probablement qu'on va voir des nouveaux développements du côté de l'Ituri pour les Hema. Ça, c'est dans quelques mois. Voilà, et il y a de l'espoir pour que les Banyamulenge, enfin, qu'on mette fin au calvaire de Banyamulenge, que nous mettons fin à cet entretien très, très, très intéressant avec, il a refusé qu'on l'appelle grand spécialiste, mais un connaisseur de la région des Grands Lacs et qui suit de très près les avancées à Goma, Bukavu. J'espère que vous n'allez pas au Burundi incessamment sous peu, que nous mettons fin à cet entretien et nous espérons vous avoir apporté quelques clarifications sur cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. À très bientôt et merci beaucoup.